J'aimerais parler à Vladimir Poutine, saluer quand même les négociations qui ont eu à Minsk et revenir un peu sur les traités les accords qu'on a signés, pour conférer quand même les faits. Alors ça va être un peu désagréable, mais c'est quand même une réalité qu'on est confronté. Il y a eu des alliances il y a plus d'une vingtaine d'années pour les sujets spatiaux et qui ont eu des avancées phénoménaux. Il y a eu des orientations qui ont engendré des arrêts et puis la remise en question de nos alliances avec la Russie en tant que Français et Américains. Et ça a stoppé toute expansion de ces projets. Mais ça a engendré aussi, à long terme, des positions de la Russie ayant de nouvelles alliances, par exemple en Syrie, et qui nous ont mis un droit de veto et une impossibilité d'action, et ça a comptabilisé 200 000 morts, ce qui est vraiment très regrettable, et surtout à prendre en compte pour l'évolution que ça a pris. Lors que Bachar al-Assad en est arrêté au massacre de sa population, M. Poutine est reparti en Russie, et puis là, on a commencé à voir des pro-russes qui attaquaient Kiev, mais qui n'étaient pas russes selon la Russie. Et puis, on a vu que c'était attaqué après en Crimée. D'où on s'est félicité des accords pour la Crimée, car la nécessité de remettre le calme dans l'Ukraine, de remettre le calme pour la Russie, et de prouver à la Russie qu'il n'y avait aucune envie d'être le juge, ni d'être les pères fouettards, ou les décisionnaires, ni au nom des Ukrainiens, ni au nom des Russes. Les négociations ont été faites, et assez, j'en suis, pour ma part, je le regrette un peu, parce que ça engendrait pas l'expansion de la Crimée tel qu'il était prévu de l'investissement de la Russie, mais au contraire une escalade du même fonctionnement et des mêmes consciences et des mêmes résultats dans l'est de l'Ukraine. Ça a déplacé le problème. M. Poutine nous assure que ces Ukrainiens pro-russes sont en toute presque autonomie, alors que j'aimerais bien voir la population qui garde des chars ou des armements lourds dans la cave. Ça, heureusement, même les pays les plus déstabilisés au niveau violence dans ce monde, c'est assez rare qu'une partie de la population, même minoritaire, soit autant armée au niveau armement lourd que ce que les pro-russes en Ukraine. Et je voudrais dire à Vladimir qu'on n'est pas ignorant de ce soutien qu'affirme Moscou pour ces pro-russes. Alors que ça soit aussi bien pour l'Allemagne que la France, aussi bien au regard des Ukrainiens de leur identité ukrainienne et souveraineté ukrainienne, et du regard de la Russie, que nous avons essayé des discours diplomatiques sur comment trouver une solution à un réel problème qui peut-être dépasse aussi bien la Russie que les Ukrainiens ou que l'Europe, à se dire il y a une partie de la population qui ne se sent pas plus ukrainienne que russe, ou qui se sent plus russe que ukrainienne alors qu'elle est en Ukraine. Et il y a une réelle problématique qui s'est offerte au présent donné, qui se disait l'identité même
de l'unité d'un pays. Et face à cette unité de souveraineté, comment peut-on réagir ou quelles sont les meilleures solutions quand la population elle-même, de par ses mœurs, par son langage, de son affection ou de ce tout, puisse ne pas se reconnaître dans le pays qu'elle adhère, enfin qu'elle habite, et par son histoire, qu'elle se sente bien plus proche de son pays limitrophe. Même si je rappelle que la Russie est un grand pays et que la Russie pourrait recevoir tous les Ukrainiens pro-russes. Ça pourrait être une très grande solution, aussi bien pour les Ukrainiens et pour la Russie. Enfin, pour les pro-russes ukrainiens. Maintenant, des accords ont été signés ou acceptés, et que ce soit pour l'Ukraine ou la Russie, l'Europe était très claire. L'Ukraine désire sa souveraineté et il en va de droit. La Russie, à preuve du contraire, en disait les mêmes volontés. Alors, l'expansion et l'évolution de cela. Je connais Vladimir pour son honneur respectable. Quels qu'en soient les traits de caractère de M. Poutine, je reconnais que son caractère est entier. Et quels qu'en soient les défauts ou les atouts de M. Poutine, qui est président de la Russie, et que c'est avec la Russie qu'il y a un problème avec l'Ukraine, et que nous, en étant Européens et que l'Ukraine est aux portes de l'Europe, nous devons avoir quand même un discours cohérent, aussi bien pour les Ukrainiens que pour les Russes et que pour l'Europe. Même si on comprend bien les pressions que met l'Amérique. On va revenir sur les pressions que met l'Amérique. On a tout à fait conscience des pertes actuelles, mais surtout qui puissent être engendrées à long terme pour la Russie. Au-delà d'une aisance financière ou d'une aisance marchande, la dynamique de la Russie n'est pas dans son expansion. Ou alors c'est dans l'armement. Mais en tout et pour tout, on voit bien les dégâts des taxes et des sanctions qui ont été attribuées aussi bien par l'Europe que par que par les États-Unis, ont commencé à fragiliser la Russie. Et on comprend bien que c'est pas dans l'intérêt de la Russie, et ni même l'Europe ou les États-Unis, mais que dans une volonté diplomatique de essayer de trouver des solutions pour atténuer l'expansion d'un conflit, tout en essayant de préserver des vies, c'est-à-dire sans engager de guerre armée, les solutions, il n'y en a pas 36 000. Donc, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, pour déplacer des armes lourdes, eh ben, il faut les déplacer. Et pour le déplacer, il faut des carburants. Et puis, le carburant, ça a un coût. Donc, et puis même les balles, l'armement, ça a un coût réel. Et puis, c'est pas n'importe quel coût. Donc, en rayant la capacité financière, on avait espoir que ça limite les dégâts. Même si je reconnais que ça n'a pas eu les effets qu'on pouvait désirer. Ce que je veux dire, c'est que entre limiter les déplacements d'armement ou de possibilités d'expansion de conflits, ben, l'expansion des conflits ont eu lieu. Donc ça n'a pas tant empêché que ça. Mais par contre, la Russie, et puis l'Ukraine, et puis même l'Europe, peuvent tout à fait être confrontés à ce que même les taxes que l'Europe a accepté d'appliquer, ou les accords qui ont été appliqués, ben, ça a été néfaste pour tous. Et encore bien plus à la population russe. Alors si la population russe l'accepte encore actuelle, c'est super. Mais dites-vous bien qu'à long terme, si c'est dégressif de cette proportionnalité, ça risque vite d'être infernal et impossible
elle a réussi de tenir son cap. Et j'en appelle à Vladimir Poutine de dire que voilà, les taxes n'étaient pas d'une volonté à long terme, même si elles peuvent être appliquées à long terme. Ce qu'il en va de tout intérêt, c'est qu'on règle vite la solution à court terme, qu'on fasse valoir les accords qui ont été signés et qu'on les respecte, au nom de tous les gouvernements opposés ou complémentaires, puisque si l'Ukraine est opposée à la Russie ou la Russie est opposée à l'Ukraine, vous doutez bien que nous, en étant européens, on essaye d'être complémentaires aussi bien à la Russie qu'à l'Ukraine. On essaye. Et qu'il en va de soi qu'une fois que le problème de l'Ukraine étant solutionné, ben, on réouvrera ce que on a fermé comme robinet financier. L'intérêt, c'était pas de rabaisser la capacité d'évolution d'un pays comme la Russie ou d'une région de l'Europe, mais c'était de trouver des mesures, aussi bien financières que diplomatiques, et que même pour mouvement des fonds ou des mouvements de la population, qui puissent être organisés sans la possibilité d'un conflit. On se doute bien que si le conflit continue, euh, ou des sanctions vont continuer, ou alors la possibilité d'une action militaire se sera obligée. On a eu, comme je répétais, plus de 200 000 morts en Syrie, que ce soit en Ukraine, en Russie, en Europe ou de partout dans le monde. J'espère bien qu'on se sent tous concernés à se dire que ce n'est pas souhaitable. Et qu'on a tous échoué parce que, internationalement, on n'a pas trouvé la mesure de l'éviter. Donc si même nous, on est encore vivants, et qu'on se croit d'une réussite face à notre survie, je dirais que je ne veux même pas l'entendre parce que je me mets à la place de ceux qui ne sont plus vivants et qui ne pourront plus bénéficier de tous nos avantages qu'on puisse mettre au jour d'aujourd'hui pour créer notre futur et notre paix. Il en va de toute sorte que, une fois que les pro-russes retournent dans la limite que l'on a attribuée, parce qu'encore une fois, on a attribué quand même une région plus vaste de transition en Ukraine, façon russe, ou enfin, encore on n'a pas, j'ai pas vu tous les détails, mais d'après ce qu'il en a été, c'était que les Ukrainiens et le gouvernement de l'Ukraine étaient pas en désaccord avec cela. La Russie était favorable et surtout ça contentait les besoins et les envies des pro-russes. Une fois que tout le monde est d'accord sur ce principe, bon, il faut arrêter tous les combats là. Il faut arrêter tous les combats. Que ce soit pour la Russie où on doit enlever les taxes pour nous organiser une alliance constructive et durable à long terme, aussi bien en Europe que internationale, il en va de notre intérêt général d'aller dans ce sens. Pour l'Ukraine qui a subi une guerre, la reconstruction du pays s'en va de cette priorité au bienfait et à la stabilité des Ukrainiens pour leur permettre leur souveraineté et que les échanges aussi bien financiers que marchands ou que de matériaux premiers puissent se retrouver leur stabilité aussi bien dans l'Europe que dans l'Occident et aussi bien dans l'international. Je ne pense pas que les Américains aient une volonté obsessionnelle de taxer sans raison. Les taxes ont été bien mises en pratique parce qu'il y avait des nécessités urgentes de répondre à un problème. D'après ce qu'il m'en a été donné d'informations, il y a eu des avantages, il y a eu des changements, mais à mon goût, pas assez constructif ou pas assez appuyé pour que ça soit vraiment l'entame d'une alliance solide et quelque chose que aussi bien les Russes, les Ukrainiens et les Européens et les Américains
puissent s'unir en disant, bon, on n'était pas d'accord, on a trouvé à solutionner le problème, bon, venez, on trouve un accord commun pour que tout le monde y trouve son expansion possible. Il en va de toute urgence qu'on s'unisse bien au niveau des pays européens, de l'Ukraine et de la Russie, pour remettre une dynamique, pour réparer ces conflits-là. Et les conflits ont été en Ukraine, mais les désastres des anciennes guerres dans le monde, il y a très peu de pays qui n'ont jamais été touchés par la guerre dans l'histoire de l'humanité. Et il nous en va de toute responsabilité et de besoin et d'urgence de réparer tous les désastres de ce monde. Comment nous pouvons engager de nouveaux conflits si on n'a pas réparé les anciens conflits? À un moment donné, la problématique face à un conflit, quel qu'en soit l'endroit ou l'intensité, ne pourra plus jamais être acceptable par qui que ce soit, parce que la problématique sera trop grande. Et elle n'est pas des moindres. Je tiendrai quand même à intensifier l'intérêt général commun, c'est que la Terre et le monde en est vraiment à son seuil catastrophique. On a connu des guerres plus intenses, mais c'était dans une partie du monde. Là, de voir que cette stabilité est désastreuse, et qu'en plus, l'effet domino qui puisse interagir sur l'instabilité globale de ce monde est tellement grande que c'est maintenant à nous tous, au commun, de nous sentir concernés à la réparation de notre planète. Ou alors c'est l'extension de notre espèce. Et puis c'est pas les outils qui nous manquent pour l'extermination de notre espèce. Si on ne prend pas tous comme réflexion commune que nous sommes en danger de notre inactivité ou de notre inconscience par notre problématique passée, de notre histoire passée, si on n'arrive pas au jour d'aujourd'hui à trouver des solutions pour tous les différents conflits qu'on puisse trouver aussi bien dans l'histoire que encore actuelle, il y a de fortes chances que les conflits soient encore futurs et que l'extermination de toute espèce et de l'espèce humaine soit dans un futur proche. Ça, je pense qu'il y a peu de personnes de l'espèce humaine ou aussi bien de l'espèce vivante, de toute espèce vivante, qui puissent désirer son extermination. Nous devons, alors qu'on a la technologie, qu'on a une réelle volonté de la population dans le monde, qu'on a les mentalités qui ont changé, les conceptions qui ont changé, tout qui nous permette une expansion durable, ça serait vraiment regrettable d'en arriver à des mêmes raisonnements conflictuels et destructeurs selon les nouvelles capacités qui nous sont présentées actuellement. Il faut quand même une grande synchronicité et une union durable au général commun, ou au commun de tout ce qui nous est général. Je pense qu'il en va de toute nécessité qu'on unisse les plus grands, ben quelque part oui, les plus grandes puissances mondiales à unir vers un comité de sécurité qui puisse promouvoir aussi bien l'autonomie que l'union de chaque pays de l'international. On ne peut plus se sentir seul et on ne peut plus agir seul pour créer la paix. Et on ne peut plus subir de nouvelles oppressions. On a déjà tout subi dans les anciennes vies, ou dans tous les pays, on a déjà tout subi. À un moment donné, il faudrait que quand même tout le monde réalise que le challenge de notre génération et de toute personne vivante au présent, c'est de quand même essayer de notre vivant de connaître la paix sur Terre, sur toute la Terre. Et qu'on a beaucoup à œuvrer pour que ça soit réel.
et qu'on a besoin de toute la population mondiale pour le créer. Et que c'est pas parce qu'une personne le décide et qu'elle veut œuvrer tous les jours, même dans ce sens, qu'elle le pourra réellement. Il faut arrêter être dans l'attente de l'homme providentiel. Ça n'existera jamais. Il faut à un moment donné, par l'union et la synchronisation de chaque nation, arriver à la réalisation de notre propre délivrance. Il faut se délivrer pour qu'on puisse vivre la délivrance. Et pas attendre la délivrance pour se sentir délivré. Enfin, à un moment donné, aide-toi, le Dieu t'aidera. Mais si on fait rien pour nous unir ou nous délivrer de tous nos anciens fardeaux, et qu'on continue nos anciens fardeaux, c'est pas en continuant nos anciens fardeaux qu'on aura des nouvelles solutions. Donc à un moment donné, la raison et la synchronisation de l'union mondiale en va de tout intérêt commun. Si on estime qu'il n'y a pas une nation qui est supérieure qu'une autre, ou qu'on a tous intérêt à s'unir pour notre propre expansion, aussi bien nationale qu'internationale, du coup, on a tous un intérêt. On a tous un intérêt à aller vers l'abondance de richesse. Si maintenant, même si personnel, subjectivement, on s'élève, mais qu'on s'élève au-dessus d'un grand nombre, et qu'on ait seul bénéfice d'une richesse, alors que le grand nombre ne peut pas le savourer, du coup, est-ce que nous on est riche ou est-ce qu'on est haï par le grand nombre? À un moment donné, il faut que tout le monde s'élève en même temps. Et je le parle d'une métaphore, mais je le parle pour chacun des pays. Si on s'unit internationalement pour l'expansion de chaque pays, il n'y a pas beaucoup de continents sur Terre. Mais peut-être que tous les continents et tout ce monde pourra faire cette expansion globale et générale. Donc il en va d'une grande nécessité.